Dans la série Méthodes innovantes en architecture et en urbanisme, je vous présente cette troisième vidéo consacrée à la modélisation axiale, consacrée notamment aux études urbaines. Et la modélisation axiale, avec son output majeur, la carte axiale, représente l'une des techniques les plus confirmées, les plus utilisées en syntaxe spatiale. Avant cela, il faut parler un peu de la ville en général, mais surtout la ville en Algérie, qui souffre aujourd'hui d'une multitude de dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements sont pour la plupart connus, donc ils vont de la surpopulation, de la congestion, à l'étalement urbain, en passant, disons, par la ségrégation spatiale et sociale, la sécurité, le vandalisme, le déséquilibre entre centre et périphérie, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Ces problèmes concernent beaucoup de villes dans le monde. Ils ne sont pas propres à l'Algérie, mais l'Algérie, elle les vit d'une manière particulièrement criarde, et la crise y est vraiment soulignée. Il faut remonter peut-être à certaines affirmations, certains postulats posés par Bill Hillier durant les années 70 et 80 au sujet des disciplines de l'espace et leur rapport à la crise de la ville. Il souligne que, par exemple, pourquoi les projets d'habitat social, c'est-à-dire surtout les grands ensembles issus de la reconstruction d'après la Deuxième Guerre mondiale, les 30 glorieuses françaises, les reconstructions allemandes, anglaises, etc., n'ont pas abouti aux objectifs, c'est-à-dire voulus par les architectes, c'est-à-dire que ces ensembles n'ont pas réussi à créer l'esprit communautaire voulu par les architectes. Quelques années seulement après leur achèvement, ces projets se trouvent dans un état de délabrement avancé avec un taux élevé de délinquance. Pourquoi certaines agglomérations qualifiées de villes nouvelles se sont transformées en territoires de non-droit? En dépit des efforts des collectivités, des initiatives publiques et privées, on construit beaucoup sans pour autant arriver à fabriquer la ville. Ces postulats, ces questionnements plutôt formulés par Bill Hillier durant la fin des années 60, le début des années 70, sont encore d'actualité chez nous, et les problèmes sont loin d'être réglés. La ville, comme chacun le sait, est une entité complexe, constituant l'objet d'études de plusieurs disciplines, donc l'économique, le social, le culturel, l'environnemental, crée les caractéristiques physiques et spatiales de la ville. Mais une chose est certaine, et elle est déjà en filigrane formulée par Bill Hillier, c'est que le spatial demeure le parent pauvre des études consacrées à la ville. Non pas parce que ce dernier soit délaissé, mais bien par absence de méthodes appropriées. C'est-à-dire que les professionnels de l'espace, le plus souvent, font appel à d'autres disciplines, à d'autres méthodes qui ramènent avec elles leurs présupposés antiphysicalistes, antiformes, antimorphologie, etc., avec leurs axiomes, leurs paradigmes. Et souvent, le cadre spatial, le cadre physique, le cadre morphologique et son effet sur le comportement humain, sur les usages est éludé. Et le cadre physique est considéré tout simplement comme un décor de théâtre. C'est pour cette raison que l'aspect syntaxe est brandi non pas comme la panacée, loin de là, mais comme une des méthodes qui permettent justement de comprendre la relation entre forme urbaine et comportement, dans l'objectif bien sûr de pallier les dysfonctionnements dans les quartiers périphériques, surtout ceux de type collectif, dans les villes nouvelles, partout là où le malaise persiste. Et à travers les quelques éléments de réponse que l'aspect syntaxe essaye de formuler, se profile bien entendu la corrélation entre configuration spatiale, la forme urbaine et le comportement. Cette problématique n'est pas nouvelle. En fait, elle a été abordée déjà dans les années 60-70 par des chercheurs éminents tels que Jane Jacobs aux États-Unis, par exemple, dans l'ouvrage majeur Death and Life of Great American Cities, est considéré toujours comme un ouvrage de base, de référence pour les chercheurs en géographie, en aménagement, en urbanisme, et dont les résultats peuvent être
résumé en deux postulats très forts. Donc le premier, c'est que la structure continue, le statut défini et la démarcation espace privé, espace public est un élément très important dans la construction d'un territoire protégé auquel les gens peuvent s'identifier, etc., et qu'ils peuvent s'approprier aussi. Et donc le contrôle social à travers la présence humaine continue, notamment à travers la visibilité sur la rue, assure une certaine sécurité et évite donc d'exposer l'espace, d'exposer les habitants au vandalisme, aux incivilités et à tout ça. D'autres travaux non moins intéressants, comme ceux d'Oscar Newman, comme ceux d'Alice Coleman, sont venus confirmer en fait les travaux de Jane Jacobs, et par exemple les travaux de Newman aux États-Unis et ceux d'Alice Coleman en Grande-Bretagne insistent sur ce qu'ils appellent le degré de visibilité sur l'espace. Le degré de visibilité sur l'espace, plus on a de la visibilité sur l'espace, plus on exerce un contrôle social et plus l'espace est protégé. La territorialisation comme concept est aussi au centre des préoccupations. Le contrôle des accès au voisinage, la taille des unités de voisinage, tous ces éléments-là sont des paramètres qui concourent à créer une vie urbaine plus sécurisée, plus conviviale, etc. On peut aussi citer comme ça, à titre d'exemple, aussi les recherches de Kevin Lynch avec sa fameuse carte mentale ou son concept d'imagibilité, ou encore les plus anciens travaux de Chris Thaler, notamment la théorie des lieux centraux. Tous ces travaux-là donc ont pris en considération la problématique du comportement des usages, surtout du point de vue sécuritaire, du point de vue des paramètres qui ont été éludés par les grands ensembles. Et donc, à partir de tout ça, donc, on peut retenir deux postulats principaux de Bill Hillier en amont à la formulation de la théorie syntaxique. Le premier, le fondamental, stipule que la configuration de l'espace urbain, en tant que résultant des décisions concernant la forme, la localisation et l'orientation des bâtiments, produit en lui-même, dans les mêmes conditions, un modèle bien défini de l'utilisation de l'espace et du déplacement à l'intérieur de celui-ci. C'est-à-dire, en des termes plus simples, c'est que la conformation spatiale, elle produit un modèle de son utilisation. Et là, l'hypothèse est forte, c'est-à-dire qu'il y a une relation de prédiction ici entre la conformation spatiale, architecturale, urbaine et les usages qui vont avoir lieu dans cette même conformation. Donc, la conformation, c'est-à-dire la forme, la localisation, l'orientation des bâtiments, etc., produit en elle-même, dans les mêmes conditions, un modèle bien défini d'utilisation de l'espace et du déplacement à l'intérieur de celui-ci. Comme corollaire de cette première assertion, donc ce modèle est plus puissant que les décisions sur la localisation des communautés et des centres magnétiques. C'est-à-dire que ce modèle de conformation qui agit sur les usages ou qui conditionne les usages, et c'est un modèle très puissant qu'on peut certes corriger. Donc on peut apporter des correctifs si une conformation ne marche pas. Si on s'aperçoit par exemple que certains lieux sont délaissés ou sont moins attractifs que d'autres, les gestionnaires de la ville peuvent agir en implantant par exemple des centres magnétiques, des équipements qui peuvent attirer des usagers, ce qu'on peut appeler des aimants ou des centres magnétiques, ou encore jouer sur la fiscalité. Mais, nous dit Bill Hillier, ce ne sont en général que des correctifs. Le modèle initial, c'est-à-dire celui de la forme, de la conformation, reste plus puissant, et quels que soient les correctifs qu'on apportera par la suite, ça ne restera, comme leur nom l'indique, que des correctifs. Bien sûr, la conséquence de tout cela, c'est que on peut dire que ce dernier point a une importance critique pour la planification. Donc la conséquence est grave, c'est-à-dire que si l'on se trompe de configuration globale, si l'on se trompe sur la manière de concevoir le quartier ou la ville, par la suite, donc ce n'est pas par des correctifs d'ordre visuel,
d'aménagement, etc., des collectifs locaux que l'on parviendra à remettre les choses sur rail. Et voilà, donc là, le degré d'utilisation des espaces individuels est dans une large mesure fonction de leur localisation dans un champ plus global. Et à partir de là, comme je disais, donc la syntaxe spatiale ne constitue pas, loin de là, une panacée, mais c'est une réponse potentielle et féconde qui peut avoir, bien sûr, comme toutes les méthodes, ses points forts et ses points faibles. Mais j'estime qu'à ce stade de son évolution, elle présente beaucoup plus de points forts que de points faibles et permet de régler, on verra par la suite, en étudiant des exemples particulier, combien la méthode est féconde et combien elle peut aider à modéliser, à prendre des décisions, etc. L'aspect syntaxe emploie une modélisation analytique. C'est une modélisation très sensible ayant la capacité de mesurer les moindres variations de la morphologie spatiale. C'est ça son point fort. C'est-à-dire qu'elle mesure les moindres variations de la morphologie spatiale et bien sûr, elle ne se contente pas de ça. Il faudrait, dans un deuxième temps, donc prendre ces mesures spatiales et les mettre en relation aux pratiques sociales observables. C'est-à-dire qu'on peut construire un modèle d'analyse qui va allier tous les calculs, toutes les modélisations informatiques donc, des espaces, de la ville, des quartiers, mais la chose ne se suffit pas d'elle-même. Il faudrait lui rajouter donc des méthodes d'enquête classiques qui peuvent saisir donc les pratiques sociales observables des espaces, ce qui permettra une compréhension de l'interface des qualités architecturales, urbaines, spatiales et de leur perception. Voilà, donc pour rappel, je dis que notre expérience de l'espace architectural et urbain obéit à une série de dualités. C'est-à-dire nous naviguons, nous percevons l'espace urbain à travers une série de dualités. Donc ces dualités sont le mouvement, le repos, les postures statiques et dynamiques, l'accessibilité visuelle et la perméabilité. Voilà, donc deux concepts aussi importants. Donc le concept de convexité, donc je rappelle que la convexité, donc un espace convexe, c'est tout espace dans lequel chaque paire de points possède une relation d'intervisibilité. Lorsque il existe au moins une paire de points qui n'est pas de relation d'intervisibilité, l'espace n'est pas convexe. Ce concept de convexité est très important, il est au centre de l'aspect syntaxe parce qu'il est corrélé avec notre posture statique, c'est-à-dire c'est dans l'espace convexe que l'on s'arrête, que l'on s'identifie, que l'on prend une pause et que l'on s'identifie avec ce qui nous entoure. Voilà, c'est très important. Quant au deuxième concept très important, qui est le concept d'axialité, il est plutôt relié avec l'aspect dynamique, l'aspect visuel dynamique, c'est l'axe support de parcours. Là où l'œil humain, notre perspective s'arrête, et c'est le support de notre parcours qui est plutôt d'ordre dynamique. Ces deux concepts vont de pair et donc permettent de répondre aux dualités dont on a parlé plus haut. Si on doit illustrer tout ça, on peut le faire de cette manière, c'est-à-dire ce petit bonhomme qui navigue dans cet espace virtuel, il le fait donc à travers une ligne axiale la plus longue possible. C'est à la fois un support de mouvement et une ligne de visibilité, mais aussi il y a à chaque fois des espaces convexes qui s'offrent à lui, et à travers ces espaces convexes, il peut marquer une pause, s'arrêter, il peut interagir avec des personnes, etc. Ici, voilà. Et ces deux concepts forment l'expérience, notre expérience de l'espace, l'axialité et la convexité. Et donc, on peut dire à la suite de ça que l'espace urbain possède à la fois une dimension locale, qui est l'appartenance et l'identification au caractère local, et qui est supportée par la convexité. Et en même temps, une dimension globale, qui est la conscience d'appartenir et de s'identifier au caractère global, et qui est supportée par l'axialité. Un exemple très simple, on est dans une ville, à travers les rues, on navigue, on se promène, on est plus porté par l'axialité, le mouvement, par le dynamique, etc. Puis on débouche sur une place, et là c'est plutôt un espace convexe, donc c'est un espace qui nous offre plus, on va plus
ici s'identifier au caractère local. On est dans une grande place avec en face d'un monument, on est là, on est admiratif, on s'arrête, on interagit avec les gens. Là, c'est le caractère local. Mais les deux caractères vont de pair, c'est-à-dire que autant j'admire, je m'identifie au caractère local de l'espace, mais j'ai conscience à tout moment d'appartenir à une structure plus globale qui est la ville. Et ces deux concepts, donc la dimension locale, globale, convexité, axialité, l'appartenance au local et l'appartenance au global, forment notre expérience de l'urbain, et n'importe quel espace urbain, normalement, devrait posséder ces deux concepts. Comment réellement on peut exprimer cela? Par exemple, si on a une petite portion urbaine comme ces îlots virtuels ici, donc il s'agit donc pour ces îlots de construire dans chaque portion donc d'espace interstitiel entre les îlots, de construire donc les lignes de visibilité les plus longues possibles. À chaque fois qu'il y a un changement donc topologique de direction, un changement de direction, une nouvelle ligne démarre. C'est-à-dire que on construit cette ligne, elle va de bout en bout. Par exemple, celle-là, elle va partir de là, et lorsqu'elle bute sur la limite d'en face, une autre ligne va partir, elle va buter sur l'îlot ici, sur le bâti, une autre ligne va partir. Donc, comme disent les Anglais, the longest and the fewest. On va revenir sur la construction de ça à travers un exemple plus important. Ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là, c'est juste pour dire qu'on reste toujours dans la logique de la théorie des graphes, parce qu'on construit les lignes axiales, ensuite on va assimiler les lignes axiales à des nœuds, et les connexions entre les lignes axiales vont être assimilées à des arêtes. On est toujours dans la logique de la théorie des graphes, et à partir de là, on va donc calculer toutes les mesures inhérentes aux théories des graphes, connectivité, etc. Intégration, contrôle, les valeurs donc syntaxiques dont on est maintenant habitué à travers, donc on peut éliminer les lignes axiales et ne garder que le graphe qu'on va essayer de travailler, justifier, comme on l'a déjà fait au niveau de la méthode manuelle. Voilà, donc je vais reprendre à ce niveau-là, donc pour plus de compréhension, l'exemple donc analysé par Billhier dans The Social Logic of Space, donc l'ouvrage de base de 1984. C'est un plan d'une petite ville, Gassin, dans le Vaucluse français. Donc Hillier et son équipe ont analysé un certain nombre de villages du Vaucluse. Pourquoi le Vaucluse? Parce que c'est des villages donc, qui ont conservé, qui sont bien conservés, qui ont conservé leur charme du Moyen-Âge, qui sont des structures traditionnelles très bien conservées, et donc il importait d'en savoir plus, donc de calculer leurs propriétés configurationnelles et de voir comment les propriétés configurationnelles elles-mêmes génèrent ou véhiculent en elles-mêmes un code culturel et un code social. Et donc ça c'est le fond de plan. Et à partir de ce fond de plan, on peut déjà nous amuser à calculer, par exemple à dessiner plutôt, tous les espaces convexes. C'est ce qu'a fait Billhier dans son ouvrage donc The Social Logic of Space. L'intérêt de dessiner des espaces convexes, c'est ensuite de comptabiliser, par exemple, pour chaque ligne axiale qui va passer sur une rue, le nombre d'espaces convexes par lequel elle passe. Ça donne, et là, on peut comparer des structures différentes. Par exemple, on a dans les structures dites contemporaines pratiquement une ligne axiale par espace convexe et de longue perspective. Par contre, dans les structures plus traditionnelles, une ligne axiale peut passer par un grand nombre d'espaces convexes et offrir plus de changements de perspective, plus de richesse, etc. C'est déjà une propriété très intéressante. Mais nous reviendrons sur cela plus tard. Donc l'axialité et la convexité peuvent être utilisées pour représenter le système entier de l'espace. Une carte convexe sera constituée des plus grands et du minimum d'espace qui couvre le système, et ensuite donc la carte axiale. Pour construire donc la carte axiale, on peut commencer donc par un fond de plan. On peut donc construire la première ligne axiale. Donc la ligne axiale par définition c'est la plus longue ligne possible jusqu'à ce que la vision s'arrête sur un obstacle ou qu'il y ait un changement donc, de direction de la vision, et puis on va construire the longest and the fewest, les plus longues et le nombre minimal de lignes axiales
jusqu'à couvrir tout l'espace urbain. Donc on va en construire donc, toutes les lignes jusqu'à ce que nous puissions couvrir tous les espaces libres donc ici de cette entité urbaine. Voilà à peu près, donc nous avons couvert toute l'entité. Nous pouvons nous débarrasser du fond de plan et ne garder que les lignes axiales. Cet output est ce qu'on peut appeler une carte axiale. C'est ça qui est au cœur de la technique de la carte axiale en Space Syntax. Et à travers la carte axiale, on peut analyser un plan de ville, c'est-à-dire une carte axiale de ville, comparer plusieurs cartes axiales juxtaposées, en définir des propriétés visuelles avant de passer au calcul des propriétés syntaxiques. À ce niveau-là, donc au niveau de ce plan, on voit que toutes les lignes ont une seule et même couleur. Donc ça veut dire que finalement il n'y a pas encore de calculs qui ont été effectués. Donc toutes les couleurs, la couleur c'est la même. Mais une fois qu'on a fait des calculs, on va essayer de ressortir par exemple les lignes les plus connectées ou les plus intégrées ou celles qui exercent un plus fort contrôle par rapport à d'autres. Etc. Et là, ça va changer de couleur. Par exemple, généralement, on va du bleu foncé qui représente des valeurs très basses au rouge qui représente des valeurs élevées en passant par ce spectre de couleurs. Et voilà, donc si on doit ressortir les lignes les plus intégrées, donc ce sont celles de la périphérie, plus celles qui pénètrent au centre de Gassin, et puis des plus intégrées aux moins intégrées, jusqu'à arriver aux petites lignes axiales dans les zones résidentielles qui sont un peu isolées. Globalement, c'est ce que nous avons comme configuration. Cette configuration, avant d'aller au calcul, nous donne déjà certaines propriétés. Donc cette différenciation chromatique, selon des lignes selon la valeur d'intégration, nous donne déjà un aperçu de ce que le plan, de ce que la ville, de ce que le village ici, par exemple, offre comme propriété configurationnelle, etc. Nous avons donc affaire à une entité urbaine dans laquelle toutes les routes périphériques donc, sont assez bien connectées, sont assez bien intégrées, donc elles tendent à ramener vers elles l'ensemble du système, ces routes aussi qui pénètrent à l'intérieur. Donc il y a ici tout ce qui est public, tout ce qui est interface, et puis au niveau des espaces résidentiels un peu plus ségrégés, les gens, par exemple l'étranger, ne pénètrent pas beaucoup au niveau de ces zones-là. Ça, c'est une propriété importante. Ensuite, il y a d'autres propriétés. Par exemple, l'une des théories de Billière, c'est que les configurations traditionnelles obéissent à cette logique de roue de bicyclette écrasée. C'est-à-dire qu'en quelque part, on a ici le centre qui peut correspondre au moyeu de la roue de bicyclette, et donc des lignes axiales qui peuvent correspondre aux rayons, et puis vous avez une jante écrasée en quelque sorte qui est située sur la périphérie. Je trouve cette idée vraiment intéressante parce que on peut la vérifier à travers plusieurs configurations. Et donc, comme je disais, je rappelle que chaque point a déjà en lui-même une dimension locale et une dimension globale. Donc, un espace convexe est l'espace le plus localisé parce qu'il se prolonge seulement jusqu'à ce que chaque point est visible et directement accessible à partir de chaque autre point, tandis qu'une ligne axiale est l'espace le plus globalisé puisqu'il se prolonge aussi loin qu'il y a au moins un point visible et directement accessible. J'ai tenu à rappeler donc la définition classique de tout cela. Une mesure phare d'intégration, comme on l'a déjà spécifié pour le graphe justifié, pour l'analyse VGA, là aussi au niveau de la carte axiale, la mesure phare reste l'intégration. Donc l'intégration, une ligne intégrée, faut dire juste ce qui est en rouge. Donc une ligne intégrée, c'est une ligne à partir de laquelle le système est peu profond. C'est-à-dire le système est très accessible à partir de cette ligne. C'est-à-dire qu'à partir de cette ligne, on peut accéder facilement à l'ensemble du système. C'est une ligne qui tire le système vers elle-même et donc l'intègre plus que celle qui pousse le système d'elle et le maintient profond, celle qui est ségrégée. C'est une propriété très importante, peut-être la plus importante parmi toutes les propriétés que dégage la Space Syntax. On peut voir ici, par exemple, dans l'ouvrage de base de Billière, la couleur, c'est mon travail. J'ai repris
le plan d'origine et je l'ai retravaillé. Mais dans l'ouvrage de Bill Hillier d'origine, il n'y a pas de couleur, donc c'est ce rendu noir et blanc et ça donne des résultats tout à fait intéressants, similaires, si ce n'est peut-être plus exact que ce que j'ai fait par logiciel. Donc la chose renvoie à la même vérité. Et d'autres propriétés peuvent être déterminées, par exemple, comme l'a fait l'auteur ici, par exemple en essayant de construire ce qu'il a appelé une carte d'interface de Gassin, qui représente les relations spatiales entre les bâtiments et le système d'espace convexe. Par exemple, on peut calculer toutes sortes de propriétés, par exemple, quels sont quel est le nombre de bâtiments pour chaque espace convexe, par exemple. Le nombre de bâtiments qui donne sur chaque espace convexe. Ça peut dégager une propriété. Ensuite, en comparant avec d'autres entités urbaines, on peut dégager des similitudes, des changements, des différenciations, etc. Voilà, donc les études sont infinies. On peut aussi comptabiliser, par exemple, le nombre d'accès par rapport à chaque espace convexe. Tout ça est très intéressant et même calculer ce que Bill Hillier appelle le noyau d'intégration, c'est-à-dire par exemple les 10%, les 25%, etc. de lignes les plus intégrées ou les plus intégratrices. Lorsqu'on change d'entité urbaine, on s'aperçoit que cette fameuse jante de bicyclette, roue de bicyclette écrasée, est toujours là, avec la jante, le moyeu, les rayons, etc. Donc c'est vraiment intéressant à constater. Avec l'évolution des outils informatiques, donc aujourd'hui on peut construire, générer automatiquement ou dessiner manuellement, mais en se faisant aider par l'outil informatique, donc des cartes aussi complexes que celle-là. Par exemple, cette carte axiale représente la ville d'Oxford en Grande-Bretagne. Et en observant une carte comme celle-là, on peut facilement, par exemple, montrer que les axes les plus importants, ceux qui relient les extrémités, ceux qui passent par ce que les Anglais appellent the High Street, c'est-à-dire la rue la plus importante de la ville, ce sont des rues, ce sont des axes qui restent très intégrés. Et dans des villes équilibrées et équitablement, disons, distribuées en équipements, etc., en commodités diverses, on trouve que, plus ou moins, on trouve une certaine homogénéité. On ne trouve pas d'un côté des espaces très intégrés, de l'autre des espaces ségrégés. Il n'y a pas cette fragmentation très importante. On va voir des exemples. Et donc, avant de passer à des exemples, on va récapituler les mesures les plus importantes. Donc la profondeur, on la connaît déjà, on l'a vu avec le graphe justifié, avec la VGA. Donc c'est une valeur qui traduit l'aspect relationnel entre les espaces. Un espace est considéré profond s'il faut passer par d'autres espaces pour y accéder, si on parle de lignes ou d'espaces correspondant aux lignes. Un pas de profondeur signifie une relation d'accessibilité directe entre deux espaces. La connectivité donc mesure dans une carte axiale le nombre de lignes immédiatement connectées à la ligne en cours d'analyse, à un pas de profondeur. L'intégration, la mesure phare bien sûr, d'une voie ou d'une ligne est définie comme le chemin le plus court topologiquement, c'est-à-dire que nécessitant le minimum de changement de direction. Et la ligne la plus intégrée, c'est la ligne qui tend à ramener vers elle l'ensemble des lignes du système et à partir de laquelle le système est très accessible. Et l'intelligibilité, bon, on peut citer encore le contrôle, le choix, etc. Mais rapidement, l'intelligibilité, c'est une mesure de second ordre, c'est-à-dire qu'il faut corréler la connectivité et l'intégration pour obtenir l'intelligibilité. L'intelligibilité est une mesure de second degré, elle exprime la corrélation entre la connectivité et l'intégration. Un fort coefficient de corrélation, un R2 par exemple entre 0,6 et 0,8 ou supérieur à 0,8 implique un système intelligible dans lequel la navigation est facile. Construire une carte axiale peut concerner de petites agglomérations comme de grandes métropoles. Et on voit bien, par exemple, ici que les centres sont très intégrés, etc. Et plus l'intégration diminue au fur et à mesure que l'on
s'éloignent du centre vers la périphérie, avec parfois des espaces ou des quartiers qui paraissent en ségrégation spatiale. On va voir des exemples. Le premier, c'est un exemple assez édifiant, donc, qui a été réalisé par la Bartlett School of Graduate Studies, et c'est la carte axiale de la ville de Londres au niveau du centre. On voit donc la carte axiale ici, il n'y a pas encore de calculs qui ont été faits. C'est juste le dessin des lignes axiales. Vous voyez la complexité de cette carte axiale, et on voit la Tamise qui serpente donc au cœur de la city. Voilà, donc une fois qu'on a calculé donc la mesure phare, la première mesure c'est l'intégration, on voit apparaître donc un phénomène, plusieurs phénomènes à la fois très intéressants à analyser. Donc on voit ici un nœud de ligne axiale très intégré qui se trouve être donc le centre-ville, le cœur de la ville de Londres, avec la City, donc le centre financier. Et on voit cette ligne axiale très très longue, très très importante, qui s'étale sur plusieurs kilomètres. C'est Oxford Street. C'est un peu le boulevard le plus important de la ville de Londres. C'est un peu l'équivalent des Champs-Élysées, par exemple, à Paris. Et on voit que le centre londonien est très équilibré, sauf qu'aux extrémités, il y a des quartiers qui paraissent en ségrégation. Et cette ségrégation, lorsqu'on essaie de découvrir de quoi il s'agit, on s'apercevra qu'il s'agit par exemple de la partie East End. Donc la partie East End, c'est une partie donc, qui souffre d'une ségrégation sociale, économique, etc. Il se trouve que même au niveau spatial, la ségrégation est assez apparente, et toute cette zone-là, East End, donc dans le feuilleton EastEnders, je ne sais pas s'il est encore s'il existe encore en Angleterre, mais dans les années 70, 80, 90, EastEnders, donc il y avait un feuilleton qui s'intitulait EastEnders et qui reflétait, essayait de donner une image de la vie de tous les jours des habitants d'EastEnders. Donc c'est un quartier habité par des minorités indiennes, pakistanaises, etc. Il y a aussi le quartier de Brixton, et donc qui présente les mêmes caractéristiques, donc une ségrégation spatiale assez forte. Et c'est très important, donc ce résultat, il confirme à la fois la fragmentation sociale, économique entre le cœur de la ville de Londres, la City, etc., et ses périphéries. Et là, la corrélation est tout de suite établie. Il existe une autre mesure, qui est l'intégration niveau 3. C'est-à-dire, c'est quoi l'intégration niveau 3? C'est-à-dire que, pour simplifier, on va dire qu'on peut calculer l'intégration. Lorsqu'on dit intégration, ça veut dire c'est niveau n, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération toutes les lignes axiales du système. Et lorsqu'on la calcule niveau 3, c'est-à-dire qu'on va la prendre pour chaque ligne axiale, on va étudier ses propriétés à 3 niveaux de profondeur, c'est-à-dire les lignes qui lui sont immédiatement connectées. Quel est l'objectif de calculer l'intégration niveau 3? C'est de voir s'il existe des centralités secondaires qui vont émerger. C'est un peu ce que révèle cette carte. Effectivement, Oxford Street reste très bien clair au niveau du centre, mais on s'aperçoit que la ségrégation donc, elle diminue parce qu'il y a des centralités secondaires qui vont émerger. Pour une métropole comme la ville de Londres, il y a certainement des centralités secondaires qui émergent de manière très forte, ce qui ne règle pas pour autant les problèmes des quartiers qui vivent une ségrégation. Un autre exemple très intéressant, toujours dans la même ville, donc Space Syntax, comme je l'ai déjà dit, donc elle peut être utilisée en amont pour la conception architecturale, aider à prendre des décisions. C'est un outil d'aide à la décision. Elle peut aussi être utilisée en aval pour la recherche scientifique, pour valider des résultats, etc. Cet exemple, c'est un exemple d'utilisation en amont. Donc, un promoteur immobilier veut construire donc un centre commercial à ce niveau-là.
au niveau de cette parcelle et il cherche à savoir si cette parcelle bénéficiera de la fréquentation des gens, parce qu'un centre commercial donc, qui est un peu excentré, qui est situé au bord de voies et de routes, de rues qui ne sont pas fréquentées, risque de ne pas tourner comme il faut. Et donc les promoteurs, les maîtres d'œuvre, etc., ont fait appel à l'équipe de Space Syntax qui a procédé à l'analyse et la carte axiale révèle de manière formelle que les voies les plus intégrées, les plus importantes, donc l'intégration est corrélée fortement avec la fréquentation, sont un peu se situent un peu loin de la parcelle en considération. Ce qui nourrit les plus vives appréhensions à partir de là. Bien sûr, les enquêteurs ne se sont pas contentés de la modélisation informatique, bien que celle-ci soit correcte. Ils ont procédé à une analyse sur site, sur terrain, désolé, ici la résolution n'est pas bonne, donc les chiffres n'apparaissent pas correctement, mais ils ont fait procéder à des enquêtes sur terrain, ils ont comptabilisé le nombre de personnes qui passaient par chaque rue de tout ce système spatial. Et en fin de compte, ils ont fait corréler les deux résultats, c'est-à-dire que ils ont calculé donc le coefficient de régression statistique donc de l'average rush hour movement, donc de la fréquentation ici à gauche, donc sur l'axe des ordonnées, avec les valeurs d'intégration et la corrélation, donc le coefficient de corrélation est assez significatif, ce qui donne ce qui fait que le diagnostic initial est correct et que cette parcelle risque de ne pas répondre aux besoins, donc répondre aux ambitions des promoteurs. Bien sûr, l'histoire ne nous dit pas quelles sont les solutions qui ont été adoptées par les promoteurs. Est-ce qu'ils ont fait appel, est-ce qu'ils ont changé de parcelle, est-ce qu'ils ont fait appel à la technique des centres magnétiques, c'est-à-dire en essayant d'implanter un élément, un équipement, une distraction au niveau du centre commercial pour ramener les gens, quelque chose d'original. L'histoire ne nous dit pas ça, mais ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est de voir, c'est surtout la méthodologie, comment on peut utiliser l'aspect syntaxe pour analyser certains phénomènes et faire des prévisions. Un autre exemple intéressant, c'est celui-ci, donc qui consiste en une étude qui a été menée utilisant l'approche syntactique, et donc dans un quartier où il y a eu un certain nombre d'actes criminels, d'incivilité, de graffiti, etc. Et donc les chercheurs ont voulu savoir si la forme urbaine a une quelconque influence sur la localisation de ces crimes. Crime ici ne veut pas dire crime de sang, c'est-à-dire toutes les incivilités, toutes les petits larcins, etc., qui rendent la vie impossible. Et donc qui se situe au niveau de ces points rouges. Une fois la carte axiale construite, on remarque que finalement la plupart des points rouges se situent au niveau des lignes axiales plutôt colorées en bleu, qui sont les plus ségrégées. Donc d'où la confirmation que finalement ces actes-là sont situés au niveau des espaces qui sont ségrégés, qui ne sont pas intégrés, qui n'offrent pas les attributs minimaux d'urbanité, de fréquentation, etc., qui font qu'un contrôle social puisse plus ou moins s'exercer. Voilà. Et que doit-on conclure donc de cette introduction sur la carte axiale? C'est que la syntaxe spatiale est construite sur la base de recherches sur les transformations urbaines employant une modélisation analytique, une analyse configurationnelle, donc axiale, convexe. Une modélisation, c'est une modélisation très sensible ayant la capacité de mesurer les moindres variations de la morphologie spatiale. Ces mesures spatiales, comme j'ai dit, une fois mises en relation aux pratiques sociales observables des espaces, permettent une compréhension de l'interface des qualités architecturales, spatiales et de leur perception. Les recherches montrent que le développement de la structure spatiale, c'est-à-dire l'effet de la morphologie, c'est-à-dire la morphologie a des effets puissants
systématique et indépendant sur de nombreux aspects. Sur quoi? Sur la microdynamique du mouvement, piétonnier et véhiculaire, la mixité de l'affectation des sols et des densités, l'évolution des centres principaux et locaux de commerce, les taux de délit, le développement du malaise social et du sentiment d'insécurité et plusieurs autres indices socio-culturels. Voilà pour ce qui est de cette introduction sur la carte axiale. Je donnerai d'autres exemples plus détaillés dans les prochaines vidéos et je vous remercie.